Bonsoir très chers téléspectateurs, vous nous suivez de Beni, Aru, Walungu, Bukavu, Goma, vous nous suivez de Makiso, vous nous suivez du Kasaï central, Congo central. Soyez bienvenus dans votre nouveau numéro du magazine Deadline. Partout en Europe, nous avons reçu vos appels pour notre dernier numéro. Merci de votre soutien. Ce soir, nous revenons avec un nouveau sujet, avec un nouveau candidat député. Elle est plus spécialisée dans le domaine professionnel. C'est une femme de cœur et je vais vous la présenter. Je nomme Jacqueline Caridas Moulamba. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Sephoria. Jacqueline, d'entrée de jeu professionnelle, femme de cœur, déjà, vous avez atteint votre target. Pourquoi vous prendre la tête avec la politique? Parce qu'il arrive un moment où ce qu'on fait à un niveau relativement bas, en basse échelle si j'ose dire, qu'on peut amener ça au niveau un peu plus élevé. J'aurais pu effectivement entrer dans la politique au niveau provincial, mais j'ai opté pour le niveau national parce que je me sens concernée par ma nation. De vous à moi, avez-vous un passé politique? Absolument pas, monsieur. Ensemble avec les téléspectateurs, nous aimerons vous découvrir, c'est vrai. Oui. Vous êtes né à Kindu. Exact, dans le Maniema. Au Maniema. Vous avez un parcours scolaire honorable, mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Très bien. Je suis née donc à Kindu, d'où sont ici mes deux parents. Okay. Je suis venue à Kinshasa. J'ai fait mes études primaires à Kinshasa. Par la suite, je suis retournée vers les Kivu, donc à l'est, où j'ai fait mes études secondaires chez les frères maristes, plus précisément à Bobandana, école que je salue très grandement. Par la suite, j'ai eu l'occasion de poursuivre mes études universitaires à Bruxelles, où je fais la gestion de transport et logistique, donc je suis des formations supply chain. Et Dieu m'a donné la possibilité de faire d'autres formations supplémentaires dans des pays différents, dont la gestion de projets au Brésil, gestion de tourisme au Brésil, puis par la suite la gestion de la qualité de nouveau à Bruxelles, gestion des ressources humaines au Cameroun, à Douala, ainsi que l'audit interne à Douala. Et dernièrement, via le NDA, j'ai eu la formation sur comment préparer votre campagne électorale. Vous êtes dans quel regroupement politique? Je suis dans les progressistes, dont l'autorité morale est Sami Badibanga. Pourquoi avoir choisi ce regroupement? Parce que le programme que propose le progressiste va, je dirais, dans le sens de ce que moi je fais déjà sur les terrains, à savoir les sociales. Donc le programme ou le projet de société de progressistes est fortement axé sur le social, bien sûr avec un appui économique pour le développement, ainsi qu'un changement dans le système de la gestion du pays. Vous êtes candidat député, dans quelle circonscription? Je suis candidate députée dans la circonscription de Lukunga, ça veut dire que ça comprend, donc c'est à Kinshasa. Beaucoup de gens ne savent pas toujours, ne connaissent pas toujours les circonscriptions. La circonscription de Lukunga comprend 7 communes dans la ville et province de Kinshasa. Barumbu, Gombe, Lingwala, Kitambo, Kinshasa, Mongafula et Ngaliema. C'est une grande circonscription. Une question sensée. Vous n'avez pas de passé politique, oui, mais vous vous retrouvez dans un regroupement politique. Oui. Quelle était la démarche? Vous êtes allé vers eux ou ce sont eux qui sont venus vers vous? Je savais qu'à un moment donné, il fallait que je fasse quelque chose, mais je n'ai pas vraiment été à la recherche. On est venu me chercher, donc ça veut dire que je suis une élue. Donc vous avez été identifié, on vous suivait, exact. Donc on vous a demandé de leur rejoindre. Exact. Et qu'est-ce qui a milité pour votre choix dans ce parti? Bon, quand on m'a contacté, on m'a demandé si je serais intéressée. J'ai réfléchi. J'ai eu le temps d'aller demander un tout petit peu par rapport au choix des circonscriptions à des aînés qui ne sont pas nécessairement dans ces regroupements-là, qui m'ont donné leur point de vue, que j'ai respecté. Et puis après, j'ai accepté, j'ai donné mon CV, ils ont analysé
ils ont estimé que j'étais une bonne candidate. L'action politique a comme finalité les réalisations sociales sur terrain. Oui. Là, c'était notre entrée en matière. Exact. En tant que femme, il n'est pas facile de faire la politique. Parce que des vécus des Congolais, la femme doit demander une autorisation quelconque à son mari, à sa famille, parce que certaines manières de réfléchir en société voudraient que la femme publique n'est pas souvent bien vue. Est-ce que vous avez eu à lutter à ça? Est-ce que votre mari, par exemple, vous a autorisé de faire la politique? Est-ce que vous avez le soutien de votre famille? Bon, je suis divorcée, donc je n'ai pas eu à faire cette étape-là d'aller demander ou négocier avec le conjoint puisque je suis divorcée. Par contre, j'ai eu le soutien immédiat et total de ma fille. J'ai une fille de 20 ans, donc une jeune femme très intelligente qui fait ma fierté et mon bonheur. Elle a été une des premières personnes à m'épouser. Une fois cette étape franchie, je suis allée dans ma famille un peu plus élargie, mes frères et sœurs, et je leur ai posé le problème. Je leur ai dit voilà. Certains m'ont tout de suite soutenu, d'autres sont restés un peu dans la réserve, mais depuis quelque temps, je pense que par les actions que nous menons sur le terrain, je pense que je peux dire aujourd'hui j'ai le soutien total de ma famille. Est-ce que de votre vécu de femme d'entreprise, de leader et d'actrice sociale, la participation de la femme au sein des institutions politiques, étatiques, entreprises privées ou comme publiques, elle est faiblement représentée? La preuve, le pourcentage des femmes pour cette élection ne dépasse pas les 20%. Quel est le message que vous pouvez porter auprès de la société à toutes ces personnes qui obstruent le rêve de la femme à briguer ou à prétendre à diriger ou à participer dans des instances de décision dans ce pays? Je ne sais pas si je dois m'adresser à ces personnes ou je dois m'adresser plutôt à la femme. Je pense que c'est à la femme de prendre son destin en main. Si une femme est mariée, elle doit évidemment en discuter avec son conjoint, elle doit avoir l'appui de son conjoint, mais la femme doit dépasser elle-même déjà la peur d'aller vers l'avant. Parce qu'il n'y a pas que dans la politique. Nous voyons beaucoup de jeunes filles qui vont à l'université, mais une fois les études terminées, elles deviennent juste des femmes au foyer. C'est super bien, hein. Une femme qui est au foyer, qui contribue à l'épanouissement de sa maison. Mais aujourd'hui, les réalités socio-économiques veulent que les deux conjoints puissent participer financièrement. Et donc, la femme doit pouvoir se bouger. Elle doit essayer d'avoir un bon travail pour pouvoir participer au ménage. Et revenons à ce qui est de la femme politique. Moi, je dirais à ceux qui ont beaucoup de préjugés par rapport à la femme publique, à la femme politique, ils devraient, au lieu de juger, ils devraient encourager. Parce qu'il y a des pays où, aujourd'hui, on a des femmes qui sont à la tête des pays et ces pays fonctionnent correctement. Donc, je ne pense pas qu'une femme, parce qu'elle fait la politique ou parce qu'elle est publique, c'est une femme légère. C'est certainement pas ça. Parce que ça, c'est le grand problème. Il y a ces atouts, il y a ces problèmes-là, ces préjugés-là, qui font que même celles qui voudraient, elles n'osent pas. Et on doit dépasser ça. Parce que malheureusement, on peut avoir dans les institutions étatiques, comme l'INSS, etc., on a des DG qui sont femmes, ça passe. Mais dès qu'il s'agit, pourtant c'est des postes quelque part politiques, mais dès qu'il s'agit d'entrer réellement dans la politique, on a peur. On doit dépasser cette peur-là. On doit dépasser les préjugés. Et parce que je suis persuadée que la femme a beaucoup à apporter. Est-ce que, oui c'est vrai, certains téléspectateurs chez eux sont en train de dire, oui, Jacqueline, elle a eu l'avantage, elle a étudié à l'étranger, elle a fait le Brésil, la France, le Cameroun, d'autres pays dans le monde. Elle a une vision plus large de cette femme parce que là-bas, elle a découvert d'autres cultures, elle a vu ce que les femmes étaient capables de faire là-bas. Fort de cette expérience, elle vient l'appliquer ici au Congo.
mais pour cette femme qui ne connaissent que la culture congolaise, que la tradition congolaise intrinsèque, et cette tradition qui est liée à la religiosité. Est-ce que vous pensez qu'une femme pareille peut tenir un tel discours, ou comment elle peut trouver sa voie? C'est vrai, j'ai eu l'occasion, Dieu m'a béni d'avoir la possibilité de voyager un peu partout dans le monde. Mais je ne pense pas que essentiellement, c'est vrai, j'ai acquis des compétences, de l'expérience, mais je pense que déjà à la base, à la maison, mes parents, mes grands-parents m'ont appris qu'une femme doit être indépendante. Malheureusement, je suis aussi issue d'une famille où les parents n'ont pas vécu ensemble. Et ma mère était une femme divorcée. De son époque, ça ne devait pas être facile, mais elle nous a élevés par son travail. Elle était simple institutrice. Moi, j'ai été vivre chez mon père, j'étais adolescente. Donc, je pense que ça vient déjà à la base. Je ne crois pas que c'est seulement uniquement le fait d'avoir été à l'extérieur. On peut être ici et ne pas avoir eu la chance de voyager. Aujourd'hui, le monde vient chez nous. Le monde s'invite dans nos maisons via l'Internet, via la télévision. Maintenant, il appartient à chacun de savoir qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce que je lis sur Internet. Est-ce que je regarde bêtement de la musique qui ne m'apporte pas grand-chose? Est-ce que je regarde juste des émissions ou des films ou des séries qui font que divertir et sans plus? Ou alors, je m'informe, je regarde des documentaires, j'apprends, je lis. On est tous partis, on a eu la chance d'aller à l'université ou à l'école, mais très peu de gens lisent. Or, à travers les livres, on apprend beaucoup. On voyage à travers les livres. À travers un documentaire, on voyage. Il y a des pays que moi, je ne connais pas, mais à travers les documentaires que je suis à la télé, je suis capable de dire, tiens, dans tel pays, il se passe telle chose, ou il y a telle chose, telle chose. Donc, je ne crois pas que c'est seulement le fait d'être parti à l'extérieur. La religiosité, je suis relativement, c'est pas à moi de le dire, mais je suis chrétienne, pratiquante. Ça, ce n'est pas ça qui m'arrêterait pour faire quelque chose. Tant que ce que je fais est dans le bon et que ça ne va pas à l'encontre des 10 commandements, je ne crois pas que je dois m'arrêter. C'est convenable, une éducation de base renforcée par le parent, un vécu à l'étranger. Bon, sans se le cacher, vous avez une bonne vie. Hein? Et puis vous êtes très jeune, vu votre âge. Mais quel est ce déclic? Quel est ce constat social? Parce que maintenant, je parle à une femme politique. Quel est ce constat socio-économique, comme vous le voulez, qui vous a vraiment dit, Jacqueline Caridas, maintenant j'y vais. Jacqueline Caridas Moulamba, je ne vais pas dire Moulumba, maintenant j'y vais. Maintenant je m'y lance en politique parce que j'ai vu ça, pour Lukunga. J'aimerais me lever. Bon, le constat c'est quoi? J'ai l'impression c'est un laisser-aller de nous, peuple congolais. On a tendance à se plaindre. On se plaint beaucoup, spécialement dans les réseaux sociaux. On injurie, on critique. Moi, je ne suis pas pour la politique des critiques. Ce qui a été fait par les uns, les autres, c'est un constat, c'est là. Critiquer ne va rien changer. C'est que moi, je me dis, qu'est-ce que moi je peux apporter par rapport à ce qui existe déjà? Dire un tel n'a rien fait, un tel a volé, ok. Et puis après, ça apporte quoi à la population? Ça apporte quoi à la nation? Mais ce que moi je peux apporter, ça c'est ce que je me dis, ce qui est important. C'est cette lecture-là que chacun devrait faire. Je suis déjà dans le social, donc en dehors de mon travail que je fais normalement, je suis dans le social. Et le fait d'être dans le social et le fait d'être dans le terrain m'a donné l'occasion de constater, il faut bien dire, la misère dans laquelle vit la population dès qu'on sort un tout petit peu du centre. On parcourt des endroits plus reculés et quelquefois pas très loin du centre où on trouve des gens qui vivent dans des conditions qui sont déplorables. Et je pense que nous devons tous être interpellés par ça. Si on était dans un pays très pauvre, ça se justifierait. Mais on est dans un pays riche et donc il est de notre devoir, à tout un chacun, je dis bien à tout un chacun,
politiciens ou pas politiciens, de contribuer à d'apporter un changement positif dans notre pays. Quel est ce changement? Vous allez donner du pain? Vous allez donner de l'argent? Non. Qu'est-ce que vous allez faire? Prendre les filles mères? Je suis dans le social et je suis contre le social que moi j'appelle assistanat. J'avais commencé avec les orphelins. Les orphelins, vous êtes obligés de les assister, c'est des enfants. Certains orphelinats où je vais, vous avez 80%, 90% des enfants qui sont en bas âge, qui sont autour de 3 ans, 4 ans. Ces enfants, ils ont besoin d'être nourris, vêtus, éduqués, logés. Donc ça, vous leur donnez, entre guillemets, de l'assistance, mais pour préparer un avenir. Parce que ces enfants-là, si vous les éduquez, s'ils ne sont pas dans la rue, un jour, ça va devenir quelqu'un qui va aussi contribuer pour notre pays. Et par après ça, nous avons détecté des personnes qui vivent, qui sont très démunies. C'est vrai qu'on pouvait tous les jours apporter, mais d'abord, je ne suis pas riche. Je ne suis pas issue d'une famille riche. Comme vous le savez, je vous l'ai dit, je suis divorcée. Je n'ai pas un mari derrière moi, ni une personne derrière moi, un mentor qui me soutient. Donc, avec le peu que je gagne, j'essaye d'assister les autres. Mais de quelle manière? Nous avons opté pour le microcrédit. Apprendre à la personne, au lieu de lui apporter un poisson, apprenez-lui à pêcher. D'ailleurs, nous parlons des communautés. Je pense que le développement ne peut venir que de la propre communauté. L'histoire de, on attend des bailleurs de fonds qui apportent. On a vécu ça pendant des années. On a des tas d'organismes qui nous apportent. Mais tendre la main et attendre, les jours où la personne qui a l'habitude de vous apporter n'est plus là, nous les voyons dans nos familles. Vous pouvez avoir dans une famille quelqu'un qui est très aisé, qui aide toute la famille. Comme on dit ici, Azamutu à famille, c'est la tête. Mais il porte une charge tellement lourde, quelquefois on ne se rend pas compte qu'on tire cette personne vers le bas. De un. De deux, quand cette personne n'est éternelle, décède, qu'est-ce qui arrive aux autres? Ils n'ont plus rien. C'est la même chose. Je transpose ce qu'on voit dans les familles, je transpose ça dans la société. Donc, à quoi bon, si aujourd'hui que j'apporte à des femmes du pain, des ceci ou des cela, si elles n'apprennent pas elles-mêmes à devenir autonomes? Donc, notre action sur le terrain, c'est, on arrive dans une communauté, on détecte des personnes, on fait différentes listes, on leur parle, on les conscientise par rapport à leur potentiel. Parce que, à force d'être dans la misère, l'homme oublie qu'il a du potentiel. Tout simplement parce qu'il n'a pas à manger. Parce qu'il vit dans la misère. Il oublie, il vit au jour le jour. Donc, ce qu'on voudrait, nous, c'est dire, même si vous êtes dans cette situation-là, rien n'est perdu. Vous êtes capable de vous en sortir. Vous êtes capable. Et donc, on apporte des petits microcrédits à 0% d'intérêt. Ce n'est pas des grands montants. On forme une communauté et on essaie de solidifier cette communauté-là. Donc, on ne donne pas à des individus. On donne à la communauté qui elle-même sélectionne une liste de personnes. Généralement, c'est plus des mamans ou des jeunes. Parce que les papas, les montants que nous donnons aujourd'hui, très peu des papas voudraient prendre une bassine de pain à les vendre, prendre des fruits à les vendre ou du foufou. Mais le papa qui veut faire ça, ils sont aussi inclus dans les listes. Donc, on donne ça. On leur donne la possibilité de rembourser tous les jours des petits montants. Ça peut être 500 francs, ça peut être 200 francs, ça dépend d'activité. Quand cette personne a remboursé, si on lui a donné 50 000 ou 30 000, peu importe, quand il a fini de rembourser, ces groupes-là, des personnes ont fini de rembourser, cet argent reste dans la communauté. Elle ne sortira jamais de la communauté. On donne une autre liste. Quand ça aura fait le tour de la communauté, que dans cette communauté, tout le monde a une petite activité qui lui permet, ne fût-ce que le soir, de rentrer et de manger. Juste ça. On pense à une autre étape. On commence déjà à avoir des partenaires qui ont par exemple des centres, des mutuelles de santé. Dans Mangwanda par exemple, on a des jeunes comme vous, comme moi, qui sont partis à l'étranger, qui ont appris, qui sont revenus, qui auraient pu s'installer dans des grands hôpitaux, dans des cliniques, des luxes, mais qui ont voulu aller vers la population. Donc nous soutenons ces actions-là avec un peu de moyens que nous avons. Nous leur apportons ce que nous pouvons. Nous demandons des aides à gauche, à droite, en espérant en avoir suffisamment. Ces gens-là soignent les gens avec un rien du tout.
Donc ça, c'est l'action sociale sur laquelle nous sommes axés. Mais derrière ça, qu'est-ce qu'il y a? C'est l'éducation. Parce que notre cheval de bataille, c'est l'éducation. C'est plaindre ne vous apporte rien. Éduquez-vous. Éduquez-vous pour vous donner une possibilité dans la vie. On peut s'éduquer de plusieurs manières. Il y a l'éducation de l'école, il y a l'éducation de la vie de tous les jours. Tout le monde n'a pas la possibilité d'aller à l'école, mais il y a moyen de s'en sortir malgré tout. Nous vous entendons comment vous êtes en train d'exposer votre vision. Donc, si ton Dieu t'aide aujourd'hui, comme vous l'avez dit, vous êtes chrétienne, votre campagne, votre députation pendant 5 ans sera de donner des microcrédits. J'espère faire plus que des microcrédits. J'espère avoir des Donc partenaires. Vous n'allez pas proposer des lois? Oh non, 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 non. Ça, ce sont deux choses différentes. Mon travail en tant que député à l'hémicycle, c'est une chose. C'est pas une stratégie, c'est pas une stratégie de campagne. C'est quelque chose que nous faisions déjà. Que vous allez pérenniser. Que nous faisions déjà et que nous avons décidé, nous, pendant la campagne, nous refusons cette histoire de venir donner des $10 à chacun, vos témoins, et promettre des choses qui ne font pas partie des pourquoi fonctions. Vous n'avez pas alors créé une structure de microcrédit? Vous allez vous présenter au ministère de l'Industrie, de l'Économie. Ça serait plus efficace. C'est possible, mais nous avons fonctionné comme ça. C'est une ASBL qu'on a. Donc, on fonctionne avec les moyens que nous avons. On commence d'abord. Les choses se font, se construisent. Il ne faut pas nécessairement sauter. On se bat avec les armes qu'on a. On se bat d'abord avec les armes qu'on a. Il faut de temps en temps prouver de quoi on est capable, au lieu d'aller demander. Prouvons d'abord. Je suis capable de ça. OK. Une fois que j'installe ce que j'ai le droit d'aller maintenant frapper à plusieurs portes et dire, écoutez, regardez ce que j'ai déjà fait. Parce que c'est trop facile d'aller toujours demander sans avoir jamais rien fait. Qui vous dit qu'on va me faire confiance? Vous vous êtes lancé depuis combien de temps? Vous aviez déjà une base ou bien vous venez à peine de le faire? Vous parlez de quoi? Du social? Non, la base à Lukunga. Parce que c'est de Lukunga. C'est Lukunga qui va bénéficier moi, de ça. Moi, je n'ai pas du tout projeté de faire la politique. Donc, je suis rentrée il n'y a pas longtemps. À peu près combien de mois? Le social, je le fais depuis des années. Je transpose juste ce que je faisais à petite échelle, à une petite communauté. Je me dis, je peux en faire profiter plusieurs communautés. Là, vous le faisiez toujours à Lukunga? Non, pas nécessairement, puisque je suis partenaire dans plusieurs orphelinats, dont certains à Massina, de Madame Nandi, d'autres qui sont à Makala. Ça ne fait pas partie de la circonscription de Lukunga. Est-ce que cette circonscription, vous la connaissez? Est-ce qu'elle vous connaît? Bon, j'ose espérer qu'elle va me découvrir, qu'elle me connaît, elle va me connaître à travers les médias, entre autres, parce que jusque-là, ce que je le faisais pas avec l'idée de me faire voir. Je le faisais pour aider mon prochain. Donc, je n'ai jamais été dans le média par rapport à ce que je faisais. Aujourd'hui, je le fais parce que c'est aussi un exemple que j'aimerais que mes frères, mes sœurs prennent, parce que si nous sommes nombreux à vouloir vraiment aider les autres, nous allons former une force. Il y a plusieurs ONG. Il y a des ONG qui œuvrent réellement, et puis il y a les ONG qui sont là juste pour profiter de certains avantages. Jacqueline, et ce qui est dommage. Pour parler pour une communauté, pour être le porte-étendard d'une communauté, il faut s'identifier à cette communauté. En quoi vous vous identifiez dans cette communauté? Vous êtes sûr, vous dites non, là je parle pour Lukunga. Donc je m'identifie à Lukunga par rapport à ça, tel élément, c'est parfait. Mais le fait d'être déjà sur les terrains et de travailler avec les personnes qui font partie, le fait d'habiter Lukunga, quel que soit l'endroit où j'habite, moi je ne me limite pas à j'habite dans un quartier qui est bien et je ne vais pas voir ailleurs. Vous aurez l'occasion de voir, si vous avez l'occasion d'aller sur mon Facebook avec mon nom, juste en mettant mon nom, vous allez voir que je suis une femme de terrain. Je n'ai pas peur de monter même sur une moto. Malheureusement, sans casque, c'est ce qui est dangereux. Mais je le fais parce qu'il y a des endroits, les véhicules n'arrivent pas. On parcourt des fois des distances à pied pour aller rencontrer les gens, non pas pour la candidature, mais dans notre action sociale. On le faisait déjà bien avant. Alors,
est-ce que je connais Lukunga? Je peux dire oui. Parce que justement, je ne me contente pas de rester dans des centres chics, etc. D'ailleurs, je n'ai aucune base pour l'instant, je dirais, dans Gombe, par exemple, où je travaille. Mais je vais beaucoup dans la périphérie. Ce que j'admire en vous, c'est votre sincérité. Vous reconnaissez vos faiblesses, que vous n'avez pas de base, mais vous non, je n'ai pas de base à Gombe. Mais dans toute la périphérie, j'ai beaucoup de bases. Et nous, on a décidé de ne même pas appeler ça des bases. Parce que nous sommes partis avec les développements communautaires. Ce sont des communautés que nous créons. Donc, nous n'appelons pas ça des bases. À la tête, nous mettons une personne responsable pour chaque quartier et ces personnes-là sensibilisent les autres parce que derrière ça, nous ne nous contentons pas de faire la campagne. Nous sommes en train de mettre à une large échelle une histoire qui existait déjà pour que ça devienne une habitude. Je vous donne un exemple. Le 21 septembre, c'est mon anniversaire. Je peux aller à n'importe quel restaurant de la ville avec des amis ou dans la famille. Mais moi, je ne fête jamais mes anniversaires là-bas. J'ai fait ça dans les orphelinats. Ça a toujours été comme ça depuis des années. Et ça n'avait rien à voir avec la politique, puisque je vous ai dit, la politique, je m'y suis lancée à peine cette année. Okay. Autre chose, c'est vrai que je dois m'identifier aux enfants de Lukunga, qui est ma base, comme on dit, qui est ma circonscription. Mais je n'oublie pas une chose, c'est que je suis candidate députée nationale. Ça veut dire que je dois parler pour le Congo entier. Et je peux aujourd'hui avoir la fierté de dire oui, je connais les Congos. Je connais peut-être pas encore toutes les provinces, mais la majorité, je connais. Je connais tous les grands Kivu, tous les grands Kasaï. Je crois que ce que je ne connais peut-être pas encore, c'est l'Équateur. J'aimerais bien pouvoir le découvrir. Et le Bandundu qui est juste à côté, je pense pouvoir le faire même dans pas longtemps. Mais ceux qui sont dans leur maison, qui se disent à Lukunga, ah, mais on a vrai chéri, ni on a la télévision, comment, qu'est-ce que vous leur répondez? Je leur réponds que j'ai un bon programme, non pas seulement pour la Lukunga, mais pour la RDC, parce que nous venons avec un projet de société qui est très important. Et pour qu'un pays se développe, l'éducation est la base. Et notre éducation, nous la posons sur le social, parce qu'on ne peut pas développer un pays sans le social. Le social et l'économie, avec comme socle l'éducation, c'est ça la base. Jacqueline, un député, que ce soit provincial ou national, est là pour servir de pont entre sa communauté et les décideurs, afin de faire changer la situation dans leur communauté. Oui. Et là, j'avance encore. Nous prenons un cas. Vous suivez l'actualité. Il y a eu le phénomène Ujana. Oui. Il y a toujours ce phénomène Kuluna. Quelle est votre approche? Parce que c'est un problème d'éducation, fuite de responsabilité de famille. Si on vous mettait en face de ces jeunes, Ujana, Kuluna, si on vous mettait en face des parents de ces enfants, quel est le message que vous pouvez leur amener afin de leur conscientiser? Parce que qu'on le veuille ou non, ils sont avec nous dans la société. Vous les rencontrez, peut-être qu'ils vous connaissent même. Aux jeunes, ce que je devrais leur dire, c'est d'abord, rien n'est jamais facile. Vous m'avez présenté tout à l'heure, vous avez dit que j'ai eu l'occasion de voyager des par le monde et tout, mais si je vous dis que moi, il m'est arrivé d'aller à l'école pieds nus, vous n'allez pas le croire. Mais ça m'est arrivé. Si je vous dis que il m'est arrivé on s'est réveillé dans la maison et ne pas savoir ce qu'on allait manger dans la journée, ça nous est arrivé. Donc, je ne sors pas d'une famille riche, mais je suis là où je suis, non pas parce que j'ai des gens qui m'ont propulsé, non pas parce que je me suis vendue, mais parce que je bataillais, parce que je n'ai pas désisté, parce que j'ai étudié, tant bien que mal. C'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir la possibilité d'aller à gauche, à droite et d'acquérir des compétences et aujourd'hui d'avoir un bon travail. Je suis directrice des ressources humaines. Mais le plus important, les messages les plus importants qu'on doit passer aux jeunes, c'est de ne pas perdre espoir. Si vous perdez espoir, vous commencez avec une machette comme Kuluna
mais vous allez finir mal. Un jour ou l'autre, on vous tuera. Un jour, vous allez prendre une arme et quelqu'un d'autre va prendre une arme et on va aller où? Ça n'a aucun sens. Pour les jeunes filles, c'est pareil. On nous dit oui, elles commencent parce que les parents n'ont plus le moyen, les parents donnent juste un toit. C'est que je me pose comme question. On a des églises. Même ces jeunes filles-là, ou Jana, elles fréquentent les églises. On leur apprend quoi dans les églises? Première question. Je n'ai pas envie de condamner les parents parce que la situation socio-économique fait que des fois les parents sont dépassés. On accepte ça. Mais est-ce que la seule solution, c'est d'aller se vendre? Pourquoi ne pas chercher un petit boulot? Pourquoi ne pas devenir une nounou? Pourquoi ne pas faire des tresses? Pourquoi ne pas faire des tas d'autres choses? Parce qu'au départ, elles disent qu'on fait ça parce qu'on a besoin de manger. Mais quand vous regardez ces filles aujourd'hui, après avoir mangé, elles ont quoi? Elles ont des montres Gucci, elles ont des belles chaussures, elles ont des beaux sacs. Donc, au-delà de manger, il y a autre chose qui vient. Donc, selon vous, c'est un problème de mental que de ressources? C'est plus de mental, parce qu'on a toujours le choix dans la vie. On a toujours le choix. Tant qu'on peut s'élever, ou qu'on a la santé, il est possible de s'élever avec un rien. On voit bien des jeunes gens qui bataillent sur le boulevard, sous le soleil, qui vendent de l'eau, qui vendent des cécilles, des filles comme des garçons. Pourquoi pas? Et autre chose, quand on parle du phénomène Ujana, aujourd'hui, elle est banalisée, amplifiée. Mais moi, je ne pense pas qu'elle a commencé aujourd'hui. Là, effectivement, certains parents ont leur part des responsabilités. Vous, parents, vous êtes dans la maison, votre jeune fille ramène quelque chose que vous ne lui avez pas acheté et vous ne lui posez pas la question d'où ça vient. Moi, je me rappelle toujours, j'étais encore à Lemba à l'époque, j'étais toute petite, mais c'est quelque chose qui m'avait tellement choquée par rapport à l'éducation que moi j'avais à la maison que ça ne m'est jamais sorti de la tête. C'était deux mamans qui discutaient. Des mamans de quartier, de la rue. Et elles se plaignaient parce qu'elles avaient des problèmes financiers pour faire étudier les enfants, des grands enfants qui étaient déjà à l'université. Donc on habitait Lemba et ils venaient à la Gombe où sont les instituts supérieurs, etc. Et une des mamans a sorti quelque chose qui m'avait beaucoup choquée. Elle a dit « Ah, c'est très compliqué. J'ai deux enfants, donc j'ai un garçon, j'ai une fille. Les garçons, c'est beaucoup plus compliqué que la fille. Parce que la fille, quelquefois, je ne suis pas obligée de lui donner le transport, elle se débrouille. Mais les garçons, je dois toujours tout lui donner. » Ces mots-là ne m'ont jamais quitté. Je n'avais pas 10 ans, je n'avais pas 12 ans. Mais ça ne m'a jamais quitté. Comment une maman trouvait normal que sa jeune fille, qui avait la vingtaine peut-être, pouvait se débrouiller, avoir l'argent de transport toute seule, et donc ramener éventuellement un panier à la maison toute seule. Mais derrière ça, il y avait quoi? Je vous parle des années 80. Quand commence à entrer l'HIV. Si cette fille a attrapé à gauche ou à droite, ses parents-là vont dire quoi? Et on n'était pas dans la situation économique terrible dans laquelle on est aujourd'hui. Mais il y avait déjà des parents qui démissionnaient. Moi, j'appelle ça démissionner. Je ne suis pas en train de responsabiliser les parents. Je dis juste qu'on doit essayer d'entourer, d'encadrer nos enfants. C'est important. Si on n'encadre pas notre jeunesse, on peut parler, on aura beau dire, on aura beau faire la politique. Les Congo de demain, ça ne sera pas vous ni moi. Ça sera nos enfants et nos petits-enfants. Et si on ne leur donne pas une bonne éducation, alors il ne faut pas s'attendre à un changement. Jacqueline, Caridas, vous les candidats députés actuels, vous avez un sérieux problème parce que ceux qui sont venus avant vous ont promis des choses qu'ils n'ont pas réalisées, ont donné des rêves. Dans vos circonscriptions, vous travaillez avec des bases, ces bases composées des familles. Or, c'est ce travail au sein de la famille qui n'est pas fait. Des gens viennent, votez-moi, ils donnent polo, argent, et lorsqu'il est élu, lorsqu'il obtient ce qu'il a recherché, et c'est fini, pas de nouvelles. Mais comment ta base pourra revenir vers toi?
contrat basé résultat. Hein. Évaluation. Jacqueline, voici avec toi, nous nous sommes entendus ceci. Voilà où nous en sommes. Si ce n'est pas bien, comment recadrer? Si c'est bien, comment consolider les acquis? Est-ce que tu as pensé à cela? Que ta base soit accessible, parce que vous parlez de la famille, vous avez parlé des microcrédits que vous allez mettre en place. Non, pas qu'on va mettre en place, qui sont déjà en place depuis bien longtemps, pas à cause de la campagne, que nous faisions déjà. Mais là, nous parlons de la campagne. Avec notre, parce que nous, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Nous dissocions l'ASBEL, ok. Chef d'entreprise, directrice des ressources humaines, Jacqueline Asbel. Maintenant, c'est Jacqueline qui vient chercher des voix. Exact. Or, quand tu le fais, ce n'était pas pour chercher des voix. Non. Maintenant, là, il y a une nouvelle relation exact. Qui doit se créer. Maintenant, c'est cette Jacqueline-là qui ne connaissait pas, toi-même tu l'as reconnue. Comment ça se fera, ce contrat basé résultat avec ta communauté? Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, je n'ai pas peur de le dire, surtout les députés n'ont pas de remords ou n'ont pas de compte à donner à leur base. Là, je reviens sur quoi? Je reviens sur notre histoire d'éducation, que je vous dis tout le temps que c'est notre socle. Les députés qui sont sortis 2006, 2011, qui sont passés devant la population en promettant monts et merveilles. Votez-moi, je vais vous construire une route. Votez-moi, je vais vous construire une école. Mais avec quel argent? Est-ce que c'est ça le travail d'un député? Ça n'a rien à voir avec le travail d'un député. Et ça, quand nous faisons nos sensibilisations, quand nous descendons dans nos communautés, nos bases, comme vous appelez, c'est la première des choses. La première des choses qu'on fait dans le premier contact, c'est demander aux gens, vous savez c'est quoi le travail d'un député? Le travail d'un député, ce n'est pas de vous promettre qu'il va faire ça. C'est de prendre vos voix, de regarder votre niveau de vie, vos problèmes, d'amener ça à l'hémicycle et de débattre là-dessus, d'essayer de créer des lois qui permettra à la population et donc à la nation d'évoluer, de se développer et d'être dans de bonnes conditions. Voter les lois. Donc pour ça, je dois être à côté, je dois écouter. Mais si je viens pendant la campagne, votez-moi, je ne connais pas ma base, je ne connais pas leurs problèmes. Je viens juste pendant la campagne, je fais du bruit, je fais mon carnaval, je raconte des histoires, je donne des pagnes, je donne des bassines. Votez-moi, je donne 10 $ à tout le monde. Qu'est-ce que j'aurais fait? J'ai acheté les gens. J'ai acheté les voix. Mais ces voix sont des personnes. Et j'aurais tellement dépensé de l'argent que quand j'arrive à l'hémicycle, je ne pense qu'à une chose. C'est me rembourser d'abord tout ce que j'ai perdu pendant la campagne. Et ça, c'est la sensibilisation que nous faisons. C'est l'éducation que nous faisons pendant toute notre période de pré-campagne. Et pendant la campagne encore, nous allons marteler sur toute la population. Attention. Il n'y a aucun député qui a le droit de vous dire « Votez-moi, je vais vous construire un pont. Votez-moi, je vais vous construire une église. » ou ceci. À moins que ce soit avec ses propres moyens. Comme Jacques. Ça, c'est autre chose. Non, moi, je ne promets rien de tout ça. J'essaye d'aider mes concitoyens. J'essaie d'aider mes frères et sœurs là où je peux. Mais en leur disant, quand je vais entrer là, parce que je connais vos problèmes, c'est ces problèmes-là que je vais amener au Parlement. Non pas seulement de la circonscription de Lukunga, mais de toute la République. Parce que je vais représenter toute la République, tout Congolais. Simplement. Revenons à ce que les autres ont promis. Aujourd'hui, on est toujours dans le même problème. Est-ce que vous savez que quand on va dans la plupart des communautés ou des bases, comme vous appelez, les gens ne savent même pas qu'au mois de décembre, le 23 décembre, ils auront à choisir 3 personnes. Ils savent juste qu'il y aura un président à choisir et un député. Pas plus tard que samedi, j'avais fait une descente dans un des quartiers à Mongafou. Là, les gens ne le savent même pas. Ils ne savent pas quelle est la différence entre un député provincial et un député national. Ça veut dire quoi? On revient à notre problème d'éducation. Et ça, je pense que tout le monde doit se sentir concerné. La politique, les politiciens, même la CENI doit pouvoir sensibiliser les gens pour que les gens comprennent que ce qu'ils sont en train de faire, c'est quoi exactement? À quoi sert un député? Et quelles sont les personnes qui doivent voter? C'est très important l'éducation. Parce qu'on est perdu, on est trop dans la machine à voter, les ceci, les cela, mais on oublie que
devant cette machine à voter, on aura des électeurs. Les électeurs qui ne sont pas bien conscientisés, les électeurs qui ne sont pas bien éduqués, ils ne sauront pas voter comme il faut. Quel que soit ce qu'on aura trouvé comme solution, machine à voter ou pas machine à voter. Jacqueline Caridas Moulamba, nous entamons la dernière ligne droite de nos échanges aussi riches. C'est vrai, ayant aucune expérience politique, vous vous battez avec vos armes. C'est louable. Parce que ceux qui sont dans les partis politiques ont promis, mais on se dit qu'une nouvelle génération vienne. C'est manque de vécu politique. Parce que dans la politique, il y a des compromis, il y a des ententes, il y a des alliances. Des ennemis d'hier seront des amis d'aujourd'hui. Et peut-être tout ce que tu promets là, parce que tu appartiens à un regroupement politique, demain tu iras peut-être en contresens de tes valeurs. Mais lorsque ça arrivera, quelle sera ta réaction? Parce qu'il y aura des mots d'ordre qui seront donnés. Tu vas nager à contre-courant, qu'on le sache déjà maintenant. Tout dépend de quel type de mot d'ordre. Les personnes qui pensent que la politique c'est quelque chose de figé, j'ai un problème. À chaque fois que moi je n'ai pas honte de dire que l'autorité morale de notre regroupement c'est M. Sami Madibanga, que les gens critiquent beaucoup. Oui, il a trahi. Je me pose la question, il a trahi qui, quoi? Ou il a promis, il n'a pas fait. On a un grand pays comme la République du Congo, de la RDC. Vous pensez vraiment que quand quelqu'un est là pendant 3 mois ou 6 mois et que le budget n'était pas voté par lui, il a les mains libres pour faire tout ce qu'il peut? Là, tu le défends. Hein? Je défends. C'est notre autorité morale. Je ne l'ai pas suivi pour rien. Si je ne croyais pas en lui, je ne l'aurais pas suivi. Ça, c'est par principe. Première chose. Deuxième chose, les contre-courants, les compromis. La politique, pourquoi est-ce que nous, on s'est dit, on est républicaine? On est dans l'opposition, nous n'avons pas signé les FCC, nous sommes de l'opposition, mais pas de l'extrême. Parce que nous pensons que nous sommes tous Congolais. Et donc, nous sommes une famille. Et une famille qui ne s'assied pas à table pour discuter des problèmes de la famille, elle ne pourra jamais trouver des solutions. Dans une famille, on a ceux qui sont plus forts, ceux qui sont moins forts, mais le plus important, c'est de s'asseoir à table et se dire, ok, notre famille souffre de tel problème, quelles sont les solutions que nous pouvons trouver? Quand vous faites une politique où vous dites, un tel est à cette table, je ne m'assieds pas, ça apporte quoi à la population? Ça, j'interpelle beaucoup la population. Je voudrais qu'elle se pose cette question-là. Ça apporte quoi à la population? Ceux qui sont aujourd'hui de la majorité, il est logique qu'ils cherchent à rester de la majorité. C'est un combat. Je ne veux pas aller dans les discussions, les armes qui sont utilisées ou pas, peu importe, mais c'est leur droit d'essayer. Ceux qui sont dans l'opposition, c'est de leur droit de vouloir avoir le pouvoir pour pouvoir diriger. Mais à un moment donné, les résultats qu'on aura après le 23, et que j'ose espérer, nous sommes une jeune démocratie, quelles que soient les contestations, qu'il n'y ait pas une goutte, je dis bien une goutte, du sang d'un Congolais qui puisse couler ces jours-là à cause des résultats que nous aurons. Quels que soient les résultats, il est important, il est plus qu'important que tout le monde s'assied à table et tout le monde trouve une solution pour ces Congos, notre Congo. Et qu'on arrête de se dire, je ne peux pas m'asseoir à table, sinon on va dire que je suis un corrompu. Mais non. Le fait d'aller travailler avec le régime actuel, ça ne veut pas dire que vous êtes un corrompu. Ça veut dire que vous avez des compétences à apporter à ces régimes. Le régime, il est là aujourd'hui. À supposer que demain, il n'est plus là. Et ceux qui ne veulent pas travailler avec ces régimes prennent le pouvoir. Ils vont rejeter toutes les personnes qui sont dans ces régimes. Est-ce qu'on va dire que dans ces régimes, il n'y a pas de bonnes personnes? Il n'y a pas de compétences à récupérer? Ce sont des questions qu'on doit se poser. On doit arrêter de faire cette politique que moi j'appelle superficielle. Superficielle. Alors, quant à dire les compromis, il y a toujours des compromis justement dans la politique. Tout dépend de vos principes de vie. Dans la vie elle est faite des compromis. Même dans la vie de tous les jours. Quand vous êtes dans un couple, vous faites des compromis.
Mais jusqu'où vous allez dans vos compromis? Ça, c'est la question. Et ça, c'est vous. Et votre conscience, c'est devant votre miroir. Comment Jacqueline définit l'homme politique utile et serviable pour le Congo? Il y a d'abord la première chose qu'on devrait définir quand on dit un homme politique. On a tendance à dire, il devient au-dessus, il se coupe du monde et on doit les servir. Mais on oublie qu'un gouvernant, il est là, on lui donne mandat pour servir la nation. C'est d'abord la première des choses qu'on ne doit jamais oublier. L'homme politique doit apprendre et ne doit jamais enlever ça de sa tête. Il est là pour servir et pas pour se faire servir. Et donc, il doit toujours regarder ce dont ses concitoyens, sa nation a besoin. Le Congo est assez riche pour qu'il est normal qu'un homme politique ait ses droits, il a un bon salaire, il ait certains avantages. C'est normal. Dans tous les pays, ça existe. Mais ça ne vous empêche pas de faire des actions ou de faire des choses dans votre façon de diriger pour que la population tout entière profite des richesses de ces pays. Jacqueline Caridas Moulamba, c'est déjà la fin de notre entretien. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage dans ce numéro de Deadline Magazine et un message à ta base pour mettre un terme à cet entretien? Ok. J'ai peut-être sauté quelque chose quand vous parliez du caractère principal de l'homme politique. Allez-y. La rigueur est quelque chose de très important dans le travail. La chrétienté, c'est une valeur, c'est un plus, mais tout le monde n'est pas chrétien. On peut être musulman, on peut être croyant, on peut ne pas être croyant. Mais l'intégrité, la rigueur, la discipline sont des valeurs qui sont universelles à tout un chacun. Donc, on doit garder ça. Je remercie l'émission. Je vous remercie, Monsieur Symphorien, de m'avoir reçu. Et si j'ai un message, avant même de me tourner vers ma base, je vais d'abord me tourner vers tous les candidats. Faites une politique propre. Arrêtons de faire la politique sale où on passe son temps à s'insulter. Ça n'apporte rien. Ça n'a rien de crédible. Faisons et arrêtons de diffuser des messages inutiles qui distraient les gens. Allons à l'essentiel. Il va y avoir élection, très bien. Comment on fait? Il nous reste 2 mois. Peut-être même bientôt moins de 2 mois. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Que ce soit dans la majorité, dans l'opposition. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Comment on le fait? La logistique, la CENI, comment il va s'y prendre? Comment est-ce que nous allons sensibiliser nos bases, nos électeurs, nos électorats? Comment faisons-nous? Est-ce qu'on arrive, on ne les considère pas, on les achète parce qu'on pense qu'ils sont achetables, ou on les conscientise par rapport au travail que nous allons aller faire à l'hémicycle pour qu'ils soient conscients que si je descends quelque part pour sensibiliser, ce n'est pas pour distribuer de l'argent, c'est pour apporter une petite aide, c'est juste être conscient du message qui est donné et des droits et des devoirs de tout un citoyen. Parce que c'est aussi un devoir. Aller voter, c'est un devoir. Pour qui on vote, on doit être conscient. Il faut voter utile. J'ai vu des affiches, j'ai vu des t-shirts, jeunes voter jeunes, femmes voter femmes. Moi, j'ai dit, je suis contre ça. Tout jeune n'a pas nécessairement un bon programme. Toute femme n'a pas nécessairement un bon programme. On doit essayer de connaître les candidats. Qui il est? Qu'est-ce qu'il fait? Quel est son bagage? Est-ce qu'il sera à mesure de défendre la population une fois là-bas? C'est ça qui est le plus important. Je remercie toutes mes bases. Je remercie toute mon équipe qui me soutient. Et merci de m'avoir reçu, Monsieur Symphorien, avec toute votre équipe. Une femme qui parle avec son cœur, elle est chef d'entreprise, manager, elle est activiste socio-humanitaire, elle se bat avec ses âmes, elle ne le cache pas, elle soutient Samy Badibanga, elle est dans son regroupement. Elle, c'est Jacqueline Caridas Moulamba. Vous allez la découvrir. Elle parle avec son cœur, elle était dans Deadline, c'était un plaisir de la recevoir. Merci, Jacqueline Caridas Moulamba. Merci, Monsieur Symphorien. Au plaisir. Merci à la grande équipe de Deadline Magazine. Même heure, rediffusion à la même heure. Suivez-nous sur la même chaîne, même programme. Merci.